Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Comme nous sommes heureux, depuis le début de la semaine, de voguer au gré des romans sans fiction de Patrick Deville, tous issus du cycle Abracadabra. Voici aujourd'hui un extrait de Samsara, 9e titre déjà paru de l'ensemble Abracadabra. La parution du 10e est prévue pour le début de l'année 2027. Encore une fois, l'extrait est lu par le comédien Denis Lavant. Mais le saviez-vous ? Ces enregistrements sont les captations audio du spectacle que nous avions eu la chance de vivre lors de la 3e édition de notre festival annuel, littérature et oralité bien sûr, qui se nomme Mille Voci et Mille Scritti, organisé en Corse. Vous avez pu découvrir les extraits d'Abracadabra dans l'ordre dans lequel nous les avions entendus ce soir-là. Mais bien sûr, vous pourrez les lire dans l'ordre de leur date de parution, si vous le souhaitez. Tous sont disponibles au catalogue des éditions du Seuil. Samsara. Dans la position clinophile, les yeux fermés ou contemplant le plafond, 25 ans, jour pour jour, après le début, le 21 février 1997, de ce projet Abracadabra de 12 romans sans fiction dans 12 lieux du monde, je retrouvais la conversation de la veille au soir avec Samuel Berthet. Il était à présent 9h45 à Hyderabad, au Telangana, et donc à Managua, au Nicaragua, 22h15 le dimanche 20 février. C'était dans quelques heures seulement que j'aurais entamé 25 ans plus tôt cette journée du 21 février 1997 au snack bar Morocco de Managua, où j'avais entrepris devant une omelette et un café la lecture del Nuevo Diario de ce nouveau jour, après être sorti de l'hôtel Morgut et avant d'aller rencontrer le père Ernesto Cardenal, prêtre catholique et ministre marxiste du gouvernement sandiniste, mort depuis, afin de lui parler de l'aventurier William Walker, fusillé en 1860, dont je commençais ce jour-là à écrire la vie en ce vendredi 21 février 1997. Parce que la vie ne suffit pas. Il me semblait que, davantage que la croyance au samsara, laquelle est inutile, qui prédit l'amnésie, l'oubli des vies antérieures, la méditation permettait de retrouver plusieurs fois les jours déjà vécus, d'en extraire par la concentration le temps mémorable et de revivre à nouveau la vie tout en acceptant la phrase de Rimbaud, même si cette vie est la seule et que cela est évident. De revivre les sensations et les émotions qu'elles suscitèrent. Ainsi, allongé dans cette chambre à Hyderabad le 21 février 2022, je l'étais aussi dans une autre à l'étage unique de l'hôtel Morgut de Managua 25 ans plus tôt, dans ce temps jamais vraiment aboli, puisque je le ressaisissais à volonté, et je retrouvais ces 25-21 février comme si je les voyais maintenant, non pas depuis le présent, mais depuis un lointain passé. Celui d'un enfant immobilisé, tournant les pages de l'Atlas au lazaret de Mindine, un enfant auquel on prédisait que toute sa vie serait ainsi immobile et rêvant de lointains horizons, emplis de curiosité, et je me demandais en ce jour
25 ans après Managua et 11 après Haiphong, dans quelle chambre ou tombeau je pourrais bien être allongé le 21 février 2033, 11 ans plus tard. Ce sera à nouveau un lundi. Par goût des chiffres et des éphémérides, depuis ce 21 février 1997, je savais le nombre de chapitres déjà écrits. 487, soit environ 20 par an pendant ces 25 ans. Je voulais en écrire un 488e dans cette chambre, et j'avais fait en sorte que cette journée, 25 ans plus tard, ne fût pas moins riche en découvertes. J'avais rendez-vous en début d'après-midi avec Luc de Golbery, géographe, installé à Hyderabad depuis les années 60. Il avait vu autour de lui l'explosion démographique de cette ville, devenue depuis la capitale du Telangana, la folle explosion économique, les maisons des riches et celles de la classe moyenne, toutes protégées par des grilles et des caméras, des chiens de garde et des domestiques. À 80 ans, il n'imaginait pas quitter l'Inde, mais peut-être fuir Hyderabad et la pollution de l'air pour finir ses jours à Goa, au bord de la mer. Anne Chapuis était ici avec lui depuis les années 70. Tous les trois, nous avions couru la ville jusqu'au mausolée de Raymond. Au fond d'une impasse, dans un quartier de villas paisibles, sur le socle du monument, se lisaient des phrases en telougou, en ourdou et en anglais. Monsieur Raymond, obélisque. Contemporain de l'aventurier Claude Martin, fondateur des écoles La Martinière, Michel Raymond, à la différence de son compatriote, lequel avait su mener de front le métier des armes et les entreprises commerciales, avait consacré toute sa vie, elle fut brève, à la carrière militaire. Ces deux-là n'avaient pas 20 ans lorsqu'ils s'étaient embarqués à Lorient pour Pondichéry, avaient un temps combattu dans les forces de la Compagnie des Indes orientales. Si Claude Martin était monté tout au nord, jusqu'à Lucknow, était passé au service de l'East India Company, après la prise de Pondichéry par les Anglais en 1778, Michel Raymond avait gagné ce plateau central du Décan, s'était engagé simple soldat dans l'armée du Nizam de Hyderabad, dont il avait gravi tous les échelons, général en chef, ami et bras droit du Nizam Ali Khan, devenu lui-même Nawab, il avait créé les premières fonderies de canons, commandé à des milliers d'hommes, fondé un bataillon féminin, emporté tous les combats contre les Marathas. La légende populaire disait de M. Raymond le Moghol blanc, vénéré par les musulmans sous le nom de Musa Rahim et par les hindous sous celui de Musa Ram, ferveur telle qu'après sa mort énigmatique à 42 ans, par suicide ou empoisonnement, on lui avait élevé ce mausolée de granit noir dont nous nous étions éloignés pour aller marcher le long de la rivière Musi, où il me semble bien avoir aperçu dans un arbre un couple de ménates à bec jaune. Après que nous nous étions reposés sous les ventilateurs plafonniers d'un café iranien dans la vieille ville en bordure du bazar, Anne Chapuis m'avait proposé d'aller contempler les miniatures au musée de la famille Salar Jung, laquelle avait donné des dynasties de ministres au Nizam, penchés tout au long des murs sur les merveilles de peinture de petits formats délicates et colorées, scènes de chasse et de jardin qui semblaient peintes à la loupe avec un cheveu. J'ignorais encore que les lustres à pendeloques de cristal étaient les mêmes que ceux que je découvrirais plus tard au plafond du palais Kaudiar, chez la princesse Travancore. Et je voyais à présent Pierre Loti monter depuis le sud et ce royaume de Golconde, puis l'arrivée ici 3 ans après lui de Panduran Kankodje, descendu depuis Nagpur, plus au nord, à la différence de M. Raymond Panduran Kankodje, qui n'avait pas encore 20 ans, avait été échoué à intégrer l'armée du Nizam. Nous avions passé la fin de l'après-midi de ce 21 février dans leur petite maison
autrefois ensoleillés, à présent agressés, entourés de hauts immeubles, en compagnie de leurs chiens vautrés sur les fauteuils. Chaque matin, Luc de Golbery se faisait livrer 4 quotidiens. The New Indian Express, Hyderabad Times, The Hindu et The Times of India. Pour reprendre l'idée du 21 février 1997, journée pendant laquelle j'avais lu El Nuevo Diario depuis les grands titres jusqu'aux petites annonces et tiré comme des bouts de laine d'une pelote chaque information pour reconstituer 1 siècle et demi de l'histoire de l'Amérique centrale, je lui avais demandé si, après sa lecture, il accepterait de me confier cela du 21 février 2022. Avant de me les remettre, il avait découpé au ciseau les quelques articles concernant les peuples primitifs et les nomades, afin de les glisser dans les archives qu'il tenait depuis plus de 50 ans. Je lui confiais écrire depuis 25 ans seulement un livre souvent bâti sur la lecture de la presse écrite. Ainsi, en 2011, j'avais lu dans un journal vietnamien la possible disparition du tigre en 2022. Et quelques jours plus tôt, au Bengale, en cette année 2022, venait de constater dans un quotidien indien que cette prédiction était démentie. Un article mentionnait des tigres mangeurs d'hommes, mangeurs de poissons, dans la mangrove de Sundarbans, au sud de Calcutta. Des pêcheurs qui s'aventuraient sur le territoire des félins se faisaient parfois dévorer. À l'extrémité de la chaîne alimentaire, le poisson se voyait démuni de toute rétorsion. Mais le poisson attendait son heure, et la montée des eaux de l'océan qui noirait les rizières et les villages des pêcheurs inonderait la forêt des tigres, augmenterait son territoire au détriment des 2 mammifères. Luc de Golbery m'apprenait que dans son village de Lachanagudipuri, où il m'invitait à venir le rejoindre un jour dans le district de Guntur, en Andhra Pradesh, sur la côte de Coromandel, il voyait parfois de loin des ours et des tigres s'abreuver au point d'eau dans la forêt. Il me tendait les journées découpées. Nous demeurions dans le silence et la pénombre du jour finissant, après que les 3 chiens avaient un peu accepté ma présence et dormaient sur les fauteuils. J'observais la pièce emplie de reliques et d'une collection de petites statuettes métalliques noires, primitives et peut-être magiques, alignées sur des rayonnages. Sans que je l'interroge, sur le ton de ces confidences qu'on peut faire à un inconnu rencontré le jour même, il me disait d'une voix très douce et avec un grand sourire qu'il était heureux. Vous venez d'entendre un extrait de Samsara de Patrick Deville, lu par le comédien Denis Lavant. Nous sommes certains que vous êtes déjà en train de lire ou de relire ces romans du cycle Abracadabra, en attendant la parution du suivant, prévu pour le début de l'année 2027 et toujours aux éditions du Seuil. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.